Nous sommes en 1994. Les rues de Kigali sont jonchées de cadavres. La cible, les Tutsis, peuple d'éleveurs vivant dans les hautes collines du Rwanda. L'un des plus tragiques massacres de l'histoire de l'Afrique vient d'avoir lieu. Après ce qui sera bientôt reconnu comme un génocide, le pays est en ruine. Plus rien ou presque ne tient encore debout. Tout est à reconstruire. Mais il va bien falloir le faire. Bienvenue à tous, et aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment le Rwanda, petit pays d'Afrique détruit par des massacres, est parvenu à devenir un véritable havre de paix, très loin des fantômes de son passé, se rêvant même pays le plus riche d'Afrique en 2050. C'est parti. Situé au centre de l'Afrique, ce petit pays d'une taille et d'une population similaire à la Belgique, un peu plus de 12 millions d'habitants, reste méconnu du grand public. Possédant des frontières avec le Congo, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie, il ne possède pas d'accès à la mer. Surnommé pays aux 1000 collines, il est très vallonné, et sa capitale Kigali est située à plus de 1400 mètres d'altitude. Comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction de la vidéo, le pays avait principalement fait parler de lui lorsqu'il fut touché par l'un des plus terribles massacres du continent africain en 1994, le génocide des Tutsis. Ce conflit naît de l'opposition entre les deux ethnies principales vivant au Rwanda, Tutsi et Hutu. Le peuple est alors fracturé, personne ne pouvant imaginer à cette époque une union nationale. C'est après une période de reconstruction d'environ une dizaine d'années que le pays va se doter d'une constitution et d'institutions plus stables. Le président Kagame, qui arrive au pouvoir en l'an 2000, sera alors le symbole du renouveau politique du pays, qui va s'accompagner d'un essor économique fulgurant. Le Rwanda va renaître. Afin de montrer à quel point le pays s'est développé depuis le début du siècle, rien de mieux que d'observer les chiffres. La croissance du PIB en premier lieu a été en moyenne de 7,5% par an lors de la dernière décennie. Un taux très élevé, certes, mais qui ne décrit pas à lui seul le développement du Rwanda, puisque bon nombre de pays africains ont des taux du même ordre. C'est d'autant plus vrai que la politique du gouvernement s'est orientée davantage vers le développement du capital humain. Cela passe par des investissements massifs, notamment dans 3 secteurs. Le premier d'entre eux est la santé. On peut noter une augmentation de l'espérance de vie, passée de moins de 30 ans dans les années 90 à 68 ans aujourd'hui. On peut noter aussi une forte diminution de la mortalité infantile, qui est passée de plus de 100 pour 1000 naissances au début du siècle à environ 26 actuellement. De même pour la mortalité maternelle, qui a diminué de 77% entre 2000 et 2013, et qui était au taux de 248 mères décédées pour 100 000 naissances en 2017. Les chiffres de la contraception ont aussi augmenté drastiquement, bien que le taux de fécondité soit encore trop élevé en vue de la petite taille du pays et de la structure de la population. Ces chiffres nourrissent beaucoup d'espoir, et ils ne sont pas le fruit du hasard. Les hôpitaux dans le pays sont fournis bien mieux qu'auparavant, et même les cliniques disposent d'un équipement de secours basique. Mais tout cela est d'autant plus impressionnant que la quasi-totalité de la population est aujourd'hui couverte par une assurance maladie. Ce système de santé, reposant sur plusieurs échelons et financé en partie par l'étranger, permet l'accès à tous à des soins essentiels, ce qui est assez prodigieux dans un pays qui reste loin d'avoir les moyens techniques et financiers des standards occidentaux, mais qui a une couverture plus large que certains d'entre eux. Le deuxième secteur dans lequel le Rwanda a investi est l'éducation. Le système qui a été mis en place a la particularité d'être très bien structuré, avec une évolution de la primaire aux études supérieures fluide, mais aussi uniforme, puisqu'il existe différents organes de supervision des normes éducatives qui permettent de construire des classes convenables, de planifier des examens nationaux et d'établir un barème juste pour faire progresser les élèves équitablement vers les études supérieures. L'État projette également de diffuser les nouvelles technologies dans le secteur, afin de permettre un meilleur apprentissage aux élèves. Certaines écoles étant par exemple déjà fournies d'ordinateurs, parfois pour chacun des élèves. L'Université du Rwanda fournit également une des meilleures qualités d'enseignement d'Afrique centrale, et est divisée en plusieurs pôles permettant la formation de cadres dans de multiples domaines. Elle accueille aujourd'hui près de 50 000 étudiants. Enfin, le Rwanda s'est également résolu à promouvoir le secteur privé, trop longtemps stagnant en comparaison du public, principal vecteur du développement comme on l'a vu jusque-là. Cette volonté s'exprime assez clairement à travers l'urbanisation de Kigali, vitrine du pays,
dont les infrastructures ont été modernisées et où les chantiers se multiplient depuis plusieurs années déjà. Le pays a également facilité la création d'entreprises, l'obtention de prêts et renforcé la protection des actionnaires minoritaires, et ce en réformant sa législation en matière commerciale, ce qui a attiré les IDE, investissements directs provenant de l'étranger, qui sont estimés à 420 millions de dollars pour l'année 2019 alors qu'ils n'étaient que de 250 millions en 2010. En termes de corruption, le Rwanda se classe deuxième pays le moins corrompu d'Afrique, avec un score de 54 sur 100, loin devant tous les pays qui lui sont frontaliers. Il y a aussi une volonté de garantir une certaine sécurité, indispensable pour attirer les investisseurs, qui s'illustre notamment par le taux d'homicide très faible, d'environ 2 pour 100 000 habitants, cette fois aussi à comparer avec les pays frontaliers. On peut citer notamment la RDC, avec un taux de 13 pour 100 000 habitants, ou l'Ouganda, avec un taux de 11 pour 100 000 habitants. Le pays se dote donc d'une économie plus moderne et se vend comme le pays le plus sûr pour investir en Afrique. Tout cela nous pousse à penser que le pays aux 1000 collines est l'un des mieux gérés du continent. Et c'est d'ailleurs ce que tendent à penser nombre d'analystes, notamment le World Economic Forum, qui le déclarait il y a peu 7e pays le mieux géré du continent. Mais cela est également, comme nous allons le voir, le fruit d'une véritable volonté politique, dont le symbole est le président du pays, Paul Kagame. Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de l'ancien président de Singapour, Lee Kuan Yew, voici ce que Paul Kagame répond. À l'évidence, une source d'inspiration, un grand homme, mu par de grands principes et qui a réalisé de grandes choses avec un petit pays. Singapour, cité État richissime d'Asie du Sud, était autrefois un pays très pauvre. Le modèle de développement de ce pays semble plaire au président du Rwanda, un développement économique qui ne s'est pas accompagné d'une démocratisation de la société. En effet, l'indice de démocratie de Singapour est aujourd'hui médiocre, avec un score de 6 sur 10, le définissant comme une démocratie imparfaite. Le Rwanda semble vouloir prendre une voie similaire, tant sur le plan politique qu'économique. Paul Kagame et son parti, le Front patriotique rwandais, ont fait entrer le pays dans une nouvelle ère, celle de l'unité et de l'ambition. Les conflits ethniques ont totalement disparu de la vie civile aujourd'hui, et ce du fait d'une volonté conjointe non seulement de la classe dirigeante, mais aussi des habitants, qui tiennent à présent à avancer vers un avenir commun. Cette réconciliation nationale est le fruit d'un travail des consciences et d'une remise en question profonde du fonctionnement de la société. Le président déclarait pour Libération en 2018 « Les changements ont eu lieu très vite au Rwanda, plus vite que je ne le pensais. C'est à présent un pays en paix, réconcilié. Le développement, c'est le ciment sans lequel tous les autres grands principes sont vains. On peut prêcher la réconciliation, le pardon, garantir la justice, mais ce sont des mots vains si les gens ont faim ou ne sont pas soignés. C'est donc en accompagnant la réconciliation nationale d'un développement économique effréné que le pays souhaite aller de l'avant. Développement qui passe par une amélioration du niveau de vie et une sortie de l'extrême pauvreté. Le plus bel exemple de cette vision est l'Umuganda. Je vous parlais tout à l'heure de l'état impeccable de la ville de Kigali. Eh bien, il est en partie lié à cet événement assez singulier. Le dernier samedi de chaque mois se tient une journée de travaux communautaires d'intérêt général, obligatoire, à laquelle aucune absence non justifiée n'est tolérée sous peine d'amende. Cette loi est même devenue constitutionnelle. En plus de permettre au pays d'être l'un des plus propres du continent, cela illustre parfaitement l'esprit d'unité dont souhaitent se doter les habitants, puisque c'est une tâche commune d'entraide, mais aussi les ambitions d'un pays qui veut avancer toujours et encore vers la prospérité. Le pays aux 1000 collines présente un bilan le plaçant clairement comme un modèle pour ses voisins, mais aussi pour bon nombre d'autres pays en développement. Le fait est que ce modèle connaît bien des failles. Paul Kagame arrive au pouvoir pour la première fois en l'an 2000, mais il a été réélu à 3 reprises depuis, en 2003, 2010 et 2017, et a pour cela fait adopter en 2015 une loi de révision de la Constitution pour pouvoir se présenter à nouveau. De plus, son parti domine quasi totalement la vie politique du pays, et les rares opposants ont pour la plupart émigré, ou sont même morts pour certains d'entre eux. Bien que l'on ne puisse l'affirmer, il y a de très fortes suspicions quant à la responsabilité du président dans la disparition ou la mort soudaine de ses opposants. Accusation que le FPR et Kagame récusent en bloc.
Celui-ci a d'ailleurs répondu à ces inculpations de la part des médias et ONG qui l'accusent de son autoritarisme en 2015 chez Jeune Afrique. C'est effectivement ce qu'ils prétendent, en méconnaissance volontaire de cause. Ils ne lisent pas nos journaux, ils n'écoutent pas nos radios privées. S'ils faisaient leur travail, ils s'apercevraient que, contrairement à ce qu'ils disent, on peut dans ce pays critiquer le pouvoir, et critiquer Kagame sans aller en prison. Le président se veut donc en effet particulièrement hostile envers les médias et la communauté internationale, qu'il accuse de porter un jugement biaisé du fait de leur méconnaissance du terrain et de leur conception occidentale de la démocratie. Il prône la gouvernance autonome de son pays et du continent, et ne veut donc plus recevoir de jugement de valeur de leur part. Bien que cet argument soit compréhensible, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il puisse servir à se défendre contre des suspicions concrètement légitimes, en vue du nombre d'opposants qui semblent avoir été écartés du pouvoir d'une façon ou d'une autre. Cependant, si les détracteurs sont nombreux, il reste véritablement populaire chez lui et adulé pour la stabilité qu'il a apportée. Certains craignent aussi l'après-Kagame, peur du vide naturel dans un pays dont le génocide a laissé un traumatisme encore très présent dans la mémoire collective. Bon, finalement, illusion ou réalité ? Ce qu'on peut dire, c'est que le pays est en avance sur la santé, les nouvelles technologies, l'éducation ou la lutte anti-corruption. Bien que la dynamique soit positive, le PIB par habitant reste très faible. Environ 2000 $ par habitant en parité de pouvoir d'achat en 2018. Et son IDH n'était que de 0,536 en 2018, du même ordre. C'est donc à relativiser. D'autant plus que le pays est aujourd'hui menacé par lui-même, du fait de sa croissance démographique dépassant les 5 enfants par femme, taux si élevé qu'il risque à long terme de freiner le développement. En plus de cela, les bons indicateurs sont aussi liés au financement d'organismes et d'investisseurs privés, ainsi que d'aides humanitaires. Le futur est incertain, et les failles sont nombreuses. Mais il est certain que pour garder le même rythme, le pays devra trouver une stratégie permettant de concilier une transition vers les secteurs plus rentables, qui a déjà été entamée, et une stabilisation démographique. Dans un pays hanté par le passé, il ne faudrait pas être aveuglé par un avenir plus utopique que réaliste.